Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Bienvenue à tous, nous sommes en 2016 et vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouverons et le plaisir est d'autant plus grand que nous sommes au début d'une nouvelle année. Tout le monde est en grande forme, Virgile Aroncé, mon complice des dimanches également. Virgile, bonjour. Bonjour Wilfried Hervé Adou, bonjour à tous. Bienvenue et bonne année. Excellente année à tous les auditeurs, à tout le monde. Alors Virgile, c'est un peu inhabituel ce que nous allons faire ce matin. C'est comme offrir des cadeaux de Noël aux enfants à Pâques. Et en plus, c'est contraire aux usages de parler des morts en début d'année. Et pourtant, c'est l'exercice peu ragoûtant auquel nous allons nous livrer dans ce 104e numéro du Grand Rendez-vous. Et pour ce sujet qu'on pourrait nous reprocher d'aborder, non pas à la Toussaint, mais à l'épiphanie du Seigneur, nous accueillons un homme qui n'est pas un politique. Contrairement à nos habitudes, il s'agit d'un homme qui s'est vraiment révélé à la faveur d'une vidéo insoutenable sur YouTube, la vie après la mort des corps dans nos morgues. C'est une espèce de lanceur d'alerte de loup solitaire, un genre de Don Quichotte lancé dans une aventure quasi titanesque que nous recevons dans cette édition. Et je pressens, c'est un homme qui n'a pas forcément des choses très agréables à raconter ce matin. Médard Koudebi, bienvenue, bonne année. Et bonjour, messieurs les journalistes. Alors, Médard Koudebi, vous vous définissez comme un spécialiste de l'hygiène funéraire, de la prévention des risques et des épidémies. Vous êtes également le président de l'organisation non gouvernementale Bénin Diaspora Assistance, membre de l'Union des professionnels des acteurs de la santé, et vous résidez à Bayeux en France, c'est bien cela? Oui, affirmatif. Alors, nous vous recevons ce matin pour parler de choses délicates, je dirais même de choses difficiles, et nous vous remercions, Vigile et moi, d'être venus livrer dans ce programme une partie des investigations que vous avez consacrées aux morgues au Bénin. Nos auditeurs, dont certains assurément pourraient ne pas comprendre que nous abordons un tel sujet en pareille occasion, pourront tout de même vous adresser en direct leurs questions dans environ 55 minutes. Alors, Monsieur Koudebi, s'intéresser et travailler sur l'hygiène dans les morgues au Bénin, quelle idée vraiment, pourrait-on s'exclamer. D'où vous est venue l'idée de vous préoccuper d'une telle matière? Merci et bonjour messieurs les journalistes, mes meilleurs vœux à tous les auditeurs et aussi mes remerciements à votre promoteur qui a voulu aider le peuple béninois par la sensibilisation parce que l'ignorance tue au Bénin. Et tout a commencé par des soucis et de santé de mes proches qui n'arrêtaient pas de m'alerter. J'ai tel problème de santé, j'ai tel problème. Je dis, mais par rapport à mon pays, je ne comprends pas pourquoi il y a plus de maladies et d'infections au Bénin qu'ailleurs. Au même moment, en 2009, j'ai eu la triste expérience moi-même de remarquer que ma maman a fait un AVC. Et le seul message que j'ai reçu, après avoir harcelé les autorités de notre CNHU, un message me disant « Votre maman, il y a plus grand espoir, et de vie ou de mort, nous appartenons tous à Dieu. Préparez-vous pour le pire d'ici 3 semaines. » Ce message m'a choqué. Immédiatement, 2 semaines après, même avant 2 semaines, et 5 jours après, je me suis rendu à Soleil à Cotonou. Effectivement, elle était en réanimation dans le coma. Les analyses faites à Cotonou, acheminées à Paris, ont confirmé qu'on pouvait encore la sauver si elle arrivait à supporter le décollage et l'atterrissage à Paris. Ce qui a été fait aujourd'hui, ma maman vit encore depuis 6 ans. J'ai compris alors que tous ceux qui meurent au Bénin, et on dit souvent en fond que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est une manque de volonté des autorités pour sauver les Béninois. Manque de volonté des hommes. Oui, des hommes. Alors, monsieur Koudebi, des morgues,
que vous qualifiez d'intoxication, de nid d'intoxication. Vous comprenez mon trouble quand je me suis mis à préparer cette émission, que j'ai lu des quantités de pages sur Internet sur ce que vous avez fait. J'ai lu une vidéo dont les images me restent gravées dans la tête. Vous préparez un cauchemar. Oui, je crois que je n'ai pas pu dormir la nuit après avoir regardé ça. Comment tout cela se peut dans un pays qui se veut organisé? Et je ne peux pas dire que mon pays est organisé. Parce que avant d'arriver, j'ai fait l'ENAMEF, l'École nationale française des métiers de funérailles. Dans cette école, le taux de mortalité se calcule par rapport à la population. Et tous ceux qui décèdent, normalement, il y a des formalités à remplir pour que ces morts-là se retrouvent dans les urnes le jour des élections et qu'ils perçoivent des pensions de retraite. Alors, j'ai voulu savoir dans mon pays comment ça s'organise afin de pouvoir accompagner les autorités. J'avais adressé en 2012 45 questions au gouvernement, ce qui a fait l'objet du Conseil des ministres. Ils ont mandaté Mme Gaza pour me répondre. Le courrier est là. Pour le moment, je ne l'ai pas mis à la disposition de la presse, mais si besoin, je le ferai. Et dans ce courrier, la seule réponse que j'ai reçue des 45 questions, on me dit qu'en matière de santé et de morgue au Bénin, tout se fait par jurisprudence. Ça veut dire quoi en français, terre à terre pour ces gens qui ne sont pas allés à l'école? Jurisprudence, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, mais ça se fait comme ça, les autres ont l'habitude de le faire. On le fait au pifomètre. Oui. Parce que j'ai voulu connaître juste sur est-ce qu'un médecin béninois peut décider d'une mise en bien immédiate quand il voit qu'il y a danger pour la population après le décès de quelqu'un. Le Bénin fait partie des 45 pays de l'OMS qui exigent des soins de conservation à des cadavres avant leur évacuation sur son territoire, sachant bien que les produits formalisés sont hautement toxiques et cancérigènes. Quels sont les moins dangereux que le Bénin exige? Parce qu'en France, pour faire des soins de conservation à un corps, tu dois faire une déclaration préalable à la préfecture et à la mairie qui vont vous dire les moins dangereux qu'eux ils acceptent. Quelles sont les notes les moins dangereuses? Quelles sont les normes chez nous? Les normes. Au même moment, quelles sont leurs conséquences sur la vie des populations et des habitants? Et est-ce qu'il y a un service qui peut exiger l'obligation du certificat de décès avant toute admission de corps dans une morgue? Si oui, est-ce que cette mesure, elle est appliquée? Et je peux avoir une copie des thèses, quels sont les décrets d'application? Et à la fin de tout ça, on me dit tout se fait par jurisprudence. Aucune réponse. Aucune réponse, ça ne se fait pas jurisprudence. Alors, je ne sais pas, Vigile. Pour une fois, je perds mon lac. Et donc, vous avez tout de même poursuivi le combat, M. Koudébi? Oui, effectivement, j'ai demandé aux autorités, puisque vous n'avez pas de base, j'ai même demandé en 2012 combien de Béninois sont décédés. Parce que c'est là ça commence. En France, on a eu 772 000 morts en 2012. Et pour 2015, déjà on est aujourd'hui le 3 janvier, mais déjà sur les sites de l'INSAE en France, vous allez voir que l'estimation était 950 000 morts, mais on n'a pas pu atteindre les 950 000. Ça veut dire que la prévention a fonctionné. Alors au Bénin, combien de morts avez-vous eu en 2012? D'abord, quelle est déjà la prévision? Et puis, comme il y a dit, de morts réellement. Oui. Mais on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Oui, alors, si vous ne savez pas, combien de personnes sont décédées en 2012, alors qu'on est en 2016, ça veut dire que vous ne pourrez même pas dire avec exactitude combien de morts avez-vous sur le fichier électoral. Parce qu'il faut les connaître pour les radier. Et il n'y a aucun système de radiation systématique. Et il n'y a aucun système qui empêche les morts de recevoir leur pension de retraite. Je vais vous dire quelque chose. J'avais recommandé en 2013 au gouvernement béninois dans un rapport que j'ai déposé plus précisément le 10 avril 2013 au chef de l'État. Et je lui ai demandé de créer un fichier national des défunts béninois. Et comment créer ce fichier? J'ai tout expliqué. En croisant ce fichier avec celui des pensions et des retraites, on pourra mettre fin à l'équivalent de 2500 morts qui reçoivent des milliards de pensions de retraite l'année au Bénin. Et au même moment, on pourra radier systématiquement les morts du fichier électoral, ce qui nous permettra d'être fiers, d'être un modèle de la sous-région. J'aimerais être fier de mon pays d'origine. Et quelle réponse avez-vous? Malheureusement, 2 mois après mon départ, des communiqués à grande échelle ont été faits sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Disant quoi? Paiement de pension à vue. J'ai rappelé la DCA à l'époque. Je dis, ce ne sont pas mes recommandations, ça.
Je n'ai pas parlé de paiement de pension à vue. En faisant le paiement de pension à vue, cela permettra aux cadres catégorie B jusqu'aux catégories A non directeurs de savoir qui est décédé, qui n'est pas décédé et qui peut continuer à émarger à leur place. Alors que le système, un fichier national des défunts béninois, on le croise systématiquement et on radie. On radie systématiquement. Alors immédiatement, je leur ai dit, je n'ai pas demandé paiement de pension à vue comme vous avez demandé et exigé aux Béninois en 2013, mais j'ai plutôt demandé la création d'un fichier national des défunts béninois qui pourrait être croisé les systèmes de création de ce fichier, je leur ai donné, et ce qui va rapporter plusieurs dizaines de milliards à l'État béninois. Ce que vous proposez là, ce n'est pas très rentable pour les autorités, je peux me le permettre, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que ça, on a l'impression parfois que nos autorités sont réfractaires à la transparence. Et ce que vous proposez est trop transparent pour que ça mobilise du monde. Donc vous avez le don de proposer des choses qui mettent de la lumière là où les gens s'acharnent à mettre de l'ombre, et croyez-moi, vous ne risquez pas d'être entendu, monsieur Koudebi. Alors, décrivant plutôt la situation des morgues au Bénin, vous écrivez que plusieurs morgues officielles sont souvent des conteneurs frigorifiques de 20 pieds ou des chambres froides destinées à l'usage des poissonneries avec un système de froid souvent hors d'usage. En principe, une morgue devrait être quoi? Une morgue, c'est un laboratoire post-mortuaire. Tout le monde peut aller taper un laboratoire post-mortuaire sur Google et cliquer sur images et ils sauront réellement ce que doit être normalement une morgue. Malheureusement au Bénin, et comme je l'ai dit dans mon dernier rapport du 15 mars au chef de l'État, qui est parvenu au médiateur de la République, que je remercie, qui m'a répondu, ainsi qu'aux partenaires au développement, et il y a 80% aujourd'hui des morgues au Bénin qui n'ont pas de laboratoire post-mortuaire. C'est des chambres froides de poissonnerie destinées à la conservation des produits congelés. Alors, le laboratoire post-mortuaire, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert, un laboratoire post-mortuaire? Le laboratoire... Ça c'est analyser, à voir de quoi le mort, le cadavre apporté à la morgue est décédé. Qu'est-ce que ça fait, finalement? Le laboratoire post-mortuaire, c'est des casiers à conservation individuelle. D'accord. C'est-à-dire, quand on arrive, on ouvre le tiroir, on tire le casier de placard, on met, après avoir nettoyé bien, parce que avant de mettre le défunt déjà, puisque la dernière transpiration d'un mort, elle contient au moins 100 milliards de batteries. Et je peux mettre à disposition de qui veut les documents de l'OMS et les documents de cours aujourd'hui dont j'ai doté le ministère de la Santé. Ça ne doit pas être de tous les morts tout de même. Je me permets de vous apporter la contradiction. Tout de suite, je vais vous dire une chose. C'est comme le porc épic. Pour se défendre, il rejette tout ce qu'il a comme des épines. Pour se défendre. C'est la même chose quand l'homme commence à se débattre. Entre en agonie. En agonie, ne voulant pas y aller, il rejette la majorité de ce qu'il a comme maladie qu'il a développé et qu'il n'a pas encore développé dans sa transpiration. Oui, pour chercher la survie. Ce qui fait que l'OMS, après avoir analysé plusieurs tenues dans lesquelles les morts sont décédés, a remarqué que ça contient au moins, je dis bien au moins 100 milliards de batteries. C'est des choses normalement qu'on devait connaître. Ce qui fait que la dernière tenue d'un mort, normalement, elle est souvent considérée comme un déchet biomédical à incinérer. Au Bénin, on l'amène à la maison et on conserve. Il y a même un zim qui m'a fait l'aveu que son grand frère lui a dit l'eau de toilette de son papa, son propre père défunt, tous les enfants, pour se protéger, devaient consommer un peu et après se nettoyer le visage avec la tenue du mort. Ce que lui pour conjurer la sorcellerie. Pour conjurer la sorcellerie et pour ne jamais voir le mort. Et que lui étant dans une position n'ayant pas confiance à son grand frère, il avait refusé. Malheureusement aujourd'hui, 3 de ses frères sont décédés subitement après les obsèques sans qu'on ne sache la cause. Et que lui-même aujourd'hui, Dieu merci, qui n'a pas consommé, il vit. Mais l'un des grands frères, l'initiateur, entre-temps est devenu fou, a commencé à placarder la photo de son père partout où il passait. Enfin, ça, c'est l'effet contraire c'est le Bénin. de ce qu'il devrait avoir. Alors, certains compatriotes ont sans doute vu cette vidéo troublante dont vous êtes l'auteur, vidéo réalisée sur la morgue de Dangbo. Voilà. J'ai vu et j'ai relu cette vidéo en préparant cette émission. Comment en est-on arrivé à ce que vous avez filmé et que nous avons vu?
Et c'est une triste réalité. Je suis très triste pour mon pays d'origine. Ça m'attriste beaucoup. Et moi-même, en tant que Béninois d'origine, ça ne fait pas trop notre fierté, surtout quand on sait que les plus grands médecins enfants sont d'origine béninoise. Et le Bénin est une référence en matière de santé. Mais je ne sais pas comment on en est arrivé là à cause de notre ventre. Mais par contre, on ne doit pas rester là où on est tombé. Il faut se relever. Il faut se relever. Il faut se relever. J'avais décidé un peu qu'on essaye de mettre de l'ordre. Et le ministère de la Santé, les autorités m'ont dit, pour mettre de l'ordre, il faudra de l'argent, mais nous n'en avons pas. Conséquence, on ne fait rien. Je leur ai dit, davantage. J'ai compris qu'à partir de cette phrase, une manière de me dire, laisse tomber. Laisse tomber, va t'occuper de ce qui te concerne. Et puisque je ne veux plus continuer à subir ce que je vois, parce qu'aujourd'hui, le Béninois, lui, il est dans son monde à lui, il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Je crois que au moins en 2 mois, je suis tout entre 2 avions entre les pays arabes, le Canada, la France et les autres pays. J'ai comparé tous les systèmes de chaque pays. J'ai vu que nous, on est encore au néolithique. J'ai fait Abidjan avec la ministre de la Santé Raymond Kofi Goudou. J'ai fait le Sénégal, qui est un pays musulman, avec le professeur Marie-Cole Sek Ewal. Et j'ai remarqué qu'ils se battent. Je me suis rapproché de Mme Gaza, qui m'a dit sincèrement, il n'y a pas de budget. Et ma directrice de cabinet aussi adjointe est allée à la retraite, Mme Mathurin Kofi-Nago à l'époque, et je n'avais pas de directrice de cabinet. Ce qui fait que ce travail, c'est un travail énorme. Depuis l'indépendance, nous n'avons rien fait. Ça va être un grand boulot. Je lui ai dit, Madame la ministre, je m'engage à accompagner mon pays gracieusement pendant 5 ans, jusqu'en 2018. Elle dit, ça nous fera plaisir. C'est sur fonds personnel que je prends mon billet d'avion, je viens à Cotonou. Et tous mes déplacements jusqu'à mon hébergement, c'est fonds personnel. Quand on organise les formations des agents des morgues, et qu'on arrive par exemple à Ouida, à l'hôpital de zone de Ouida, ou à Savalou, où le gouvernement dit, bon, on vous réserve une chambre d'hôtel, je dis toujours systématiquement non. Je vais payer ma chambre d'hôtel moi-même, parce que je ne veux pas qu'après mon départ, qu'on dise que mon séjour a coûté 200 millions. D'accord. Raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, je mets au défi l'État béninois ne pourra même pas sortir une facture de chambre d'hôtel de pays. On peut dire que la confiance règne, M. Kodebi. De toute façon. Alors, 37 morgues qu'on peut oser qualifier de modernes et 48 morgues traditionnelles porteuses de grands risques ont été recensées par vos soins, car nos autorités, dites-vous, ne disposent même pas du répertoire des morgues installées au Bénin. C'est bien ça? Et le chiffre a évolué. Je vais profiter pour vous donner le nouveau chiffre. D'accord. Malheureusement, ce chiffre a évolué. Pourquoi? Parce que... Dans le bon sens, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Après ce rapport qui est du 15 mars 2015, je me suis rapproché encore parce que j'ai formé les agents des morgues du Bénin. J'ai profité de cette formation pour créer l'annuaire national des agents des morgues du Bénin. Et grâce à l'annuaire, je me suis pris un abonnement MTN pour leur faciliter, même de l'Europe, étant sur Omig, qu'on m'informe de tout ce qui se passe, village en village. Je me suis rapproché de la direction centrale de la police judiciaire pour qu'ils puissent aussi m'aider grâce au commissaire en poste à recenser les morgues de leur région. En faisant ça, je me suis rendu compte que le chiffre de 37 n'était pas 37 parce que la majorité des garnisons militaires ont des morgues sans que le ministère de la Santé qui devait les légiférer ne soit informé. Ça veut dire que l'armée aussi se retrouve dans une situation d'inégalité. L'ABE qui devait gérer les déchets liquides et solides aussi n'est pas informé, ne sait même pas ce qu'ils en font dans les garnisons militaires. Alors je profite pour inviter nos chefs d'état-major, les hauts gradés, de revenir au cœur de la République et de ne pas se mettre dans des situations de conflit d'attribution avec les autres ministres. Au-delà de cela, il y a aussi des conteneurs qui étaient dans d'autres maisons qu'on n'avait pas recensées, que j'ai pu recenser, ce qui fait qu'aujourd'hui le chiffre a évolué. Des conteneurs, dites-vous. Oui, ça fait des conteneurs frigorifiques qui font office de morgue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du nombre de chambres funéraires que détiennent les garnisons militaires,
dont on ne connaît pas encore le nombre aujourd'hui, mais la chance, c'est que les hauts gradés du ministère de la Santé ont eu l'occasion de faire garder les corps de leurs proches parents là-bas et qui m'ont confirmé l'existence au moins de 3 chambres funéraires dans les garnisons militaires que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller On ne contrôler. peut pas les citer aujourd'hui? Pour le moment que j'aille les contrôler. Que j'aille les contrôler d'abord et que je vois leur état de fonctionnement, le traitement qu'ils en font. Je suis prêt à les accompagner gracieusement parce que mon but, ce n'est pas de l'argent, mais le but de mon ONG Bénin Diaspora Assistance, c'est d'accompagner le Bénin pour que d'ici mi-2017, parce que la fin de mon engagement d'accompagner le Bénin, c'est 2018, mi-2017, qu'on puisse avoir 25 000 morts en moins et 120 000 infections de moins, c'est-à-dire 120 000 Béninois n'iront plus à la pharmacie dans le cadre de la contamination de faim vivant. Alors, les chiffres, vous ne les avez pas donnés. Aujourd'hui, on a combien de morgues finalement? Morgues traditionnelles, morgues, enfin, qu'on peut qualifier de modernes. Morgues traditionnelles en tout recensées par les préfets donnent le chiffre de 48. Oui. Mais au-delà du préfet par les populations, aujourd'hui, j'en ai 67. Ah. Donc Et pourquoi il y a cette disparité? Oui, c'est parce que les préfets qui étaient censés normalement recenser les morgues et informer le ministère de la Santé ne sont pas allés dans tous les hameaux ou peut-être après leur recensement, d'autres ont été créés. Par exemple, à Zungbodi Awida, il y a une morgue traditionnelle que j'ai réussi aussi grâce au commissaire central de Ouida à fermer parce que l'un des OPJ a pu assister à ma formation et il a appliqué ce qu'il a appris. A été fermé, le promoteur a été présenté au procureur de Ouida, qui l'a condamné à 1 an de prison avec sursis, ce qui n'a pas été même du goût de quelques responsables du tribunal de Cotonou qui auraient préféré une prison ferme. Mais qu'est-ce qu'on appelle une morgue traditionnelle? Une morgue traditionnelle, c'est des gens qui n'ont aucune chambre froide, qui n'ont même pas de l'électricité, qui vous prennent vos parents. D'autres ont l'habitude de leur faire boire du formol, d'autres de leur faire boire de l'essence ou du pétrole. Et après ces scénarios, ils ont l'habitude de les sécher au soleil. Je peux vous donner l'exemple tout de suite d'une morgue traditionnelle que j'avais prévu fermer avant l'émission. Mais j'ai été dissuadé par le ministère de la Santé. Pourquoi? Ah bon? Cette morgue traditionnelle tout de suite se trouve à 1 kilomètre après l'église de Huebo, au bord de la voie, où il y a 14 corps séchés au soleil. Moi, je les appelle des usines de la morue humaine au Bénin. Et pourquoi est-ce que, en attendant de parler des pressions que vous subissez, pourquoi est-ce qu'on vous empêche de procéder à la fermeture? J'ai pris contact avec le directeur national de la santé publique et ainsi que le conseiller technique du ministre de la Santé, le conseiller technique Hoteigne. Nous avions échangé au téléphone. Il était chaud pour que je puisse les aider à fermer avant mon départ parce qu'on devait fermer cette usine de la morue humaine l'année dernière, mais on n'a pas pu la fermer parce que le procureur d'Alada aurait fait garder 2 corps sous décision de justice dans une morgue illégale. Ce qui m'avait empêché l'année dernière de fermer cette morue humaine, l'autre usine de morue humaine. J'ai proposé alors à Mme Gaza qu'on recense les morgues qu'on va mettre au niveau à la disposition du ministère de la Justice, qui va les communiquer au procureur pour que désormais qu'ils aient une liste de morgues légalement autorisées où déposer les corps pour éviter de faire garder des corps dans des morgues illégales. Mais expliquez-nous, M. Koudébi, comment les morts peuvent être dangereux pour les vivants. On ne comprend pas encore souvent le lien. La relation de cause à effet que vous développez. Pour que votre combat soit comment les morts, nos parents que nous portons en si grande affection décèdent pour devenir ensuite des menaces pour notre santé. Je vais vous donner un exemple très simple, même si le Béninois ne voit que la boisson qui est autour des cercueils. Vous avez vu l'exemple du Libéria. Vous avez vu l'exemple de la Guinée-Conakry, où l'épidémie est partie d'une morgue du fait Ebola. Les premiers décès n'ayant pas été bien canalisés, a embrasé tout un peuple et a fait fondre aujourd'hui l'économie de ces pays. Vous avez vu le problème de l'épidémie de Lassa au Bénin. Et je crois que les autorités béninoises les plus concernées peuvent au moins témoigner de ma participation pour la canalisation de cette épidémie-là au Bénin. Leur chance 1 déjà, c'est qu'on avait démarré les formations en 2012.
avant que le Lassa n'arrive en 2014 à l'hôpital Vincent de Dieu de Tanguieta. Cette épidémie très dangereuse, malheureusement, des corps ont été gardés dans des morgues. Je peux vous sortir des mails où j'ai tapé du poing sur la table. Le jour où je me suis retrouvé à la cathédrale Notre-Dame, où un corps de l'épidémie de Lassa avait été exposé, veillé, en plein milieu, ce qui devait être une mise en biais immédiate. Le mail que j'ai envoyé à Mme Gaza le jour-là, je l'ai interpellé immédiatement. Je dis, mais Mme la ministre, même si vos collaborateurs n'ont aucune idée de la santé, pourquoi voulez-vous tuer le peuple béninois? De quel droit avez-vous fait ça? Je vais alerter le monde entier. J'en ai marre de vous voir tous les jours tuer les pauvres béninois. Elle m'a répondu que c'est suite à une certaine pression que le corps a été transféré à Cotonou et gardé dans une morgue dont je tais le nom. Cette morgue aussi n'avait pas les équipements nécessaires pour pouvoir garder les corps dans de bonnes conditions pour éviter que l'épidémie se propage à Cotonou. Immédiatement, grâce à l'OMS Bénin, pour une fois qui a agi, parce que plusieurs fois, quand je vais les voir, ils me disent non, et la politique sanitaire au Bénin, c'est une politique du gouvernement béninois qui devait ça ne nous concerne pas, qui devait développer cette politique, on va les accompagner. S'ils ne veulent rien faire, c'est leur problème. En temps, il avait la psychose de Ebola, donc ça concernait le monde. Et ils ont dû bouger. La chose la plus grave pour mon pays, nous avons le don d'acheter des gyrophares et des sirènes. Et les housses de transport de corps pour isoler ces cas graves, le Bénin n'en avait pas. C'est l'OMS qui nous a emprunté, qui nous a donné une dizaine de sacs. Excusez mon ignorance, ça coûte combien ces sacs? Ça coûte si cher? C'est des milliards sans doute. Non. Les housses de transport de corps ne coûtent pas plus de 31 € en France, soit 20 millions de francs CFA. C'est-à-dire le paquet volé. C'est-à-dire que notre État n'a pas 20 millions pour assurer notre sécurité sanitaire. C'est une négligence ou une politique de pérennisation de clientèle des pharmacies et des morgues. C'est comme ça, moi, je le considère. Alors, pratiquement, grâce à ce sac, le corps a pu être isolé sur la surveillance des éléments de l'OMS. Et le chef de la famille a été convaincu pour ne jamais faire l'ouverture du cercueil, ni faire des cérémonies de mise en biais de tissu une fois que le convoi va arriver dans son village, dans les collines dont je tais les noms, parce qu'il faut respecter la vie privée de cette famille, et que tout soit fait dans la tombe avant de poser le cercueil. Tout ça, c'est des choses que j'ai suivies à distance avec la ministre, les autorités, sans faire grand bruit autour jusqu'à ce que cet enterrement a eu lieu. Vous dites qu'un mort peut aller à la morgue de la tuberculose, les autres peuvent aller contracter d'autres maladies de cette morgue et ça peut se propager dans toute une communauté. Expliquez cela. Oui, mais le danger vigile, c'est que nous avons des coutumes assez singulières. Quand on qui célèbre les morts. Oui, tout à fait, c'est les coutumes qui célèbrent non seulement les morts, mais quand on ramène un corps de la morgue, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des cérémonies familiales où il y a des gens qui ont autorité pour manipuler le corps qui est arrivé de la morgue, on met des tissus, on prononce des incantations, on prononce un certain nombre de choses, mais tout en touchant le cadavre. Et là, au regard de ce qu'on entend là, c'est que ces personnes qui... C'est parti de là. Ça peut partir de là. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Bénin peut se faire une économie de 20% de ses morts. Oui, c'est-à-dire? Nous avons aujourd'hui à ce jour l'équivalent de 50 000 morts en trop. 50 000 morts en trop. L'équivalent de 50 000 morts en trop. Malgré que je donne la... D'où tenez-vous ces chiffres, monsieur? Très bien. Est-ce que... Je vais vous donner un exemple très simple. En 1990, il y avait une seule morgue. Il n'y avait pas de problème de pénurie. Le CNHU. CNHU. Après CNHU, il a failli qu'il y ait une panne en 1990 au CNHU pour qu'une morgue apparaisse subitement sans aucun contrôle. Pourquoi? Parce que les services qui étaient chargés normalement de régulariser la création des morgues au Bénin a été créé en 1995. C'est-à-dire 5 ans après la création de la première morgue privée au Bénin. Donc la première morgue privée au Bénin a exercé 5 ans en toute légalité. Avant la création même du service qui devait charger de contrôler et de régulariser cette morgue. Et malheureusement, jusqu'en 2015... ce service m'a avoué avoir négligé les morgues et n'a pu jamais faire un contrôle ni de prélèvement dans une morgue. Le service existe de 1995 à 2015, oui. Mais en 10 ans, c'est ça hein, en 20 ans. En 20 ans.
Pardon, je ne suis pas très fort en calcul. Il a de quoi être perturbé. Oui, je suis franchement troublé ce matin. Donc en 20 ans, ce service n'a pas effectué un seul contrôle. C'est ça que vous dites. N'a plus jamais fait un contrôle. Et il a existé pourquoi? Le service a été créé à quelle fin finalement? Ce service se trouvait sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Son rôle était de voir si les morgues remplissaient les recommandations, c'est-à-dire, selon les recommandations de l'OMS, nul ne peut ériger un puits nu, une habitation à moins de 100 mètres de clôture des cimetières et des morgues. Donc les morgues ne devraient pas être installées à moins de 100 mètres des domiciles non plus. Bien sûr. D'accord. Alors, pratiquement, ce travail échoue à qui? Je parlais tout à l'heure qu'il y a 4 ministères qui doivent régler ce problème. Lesquels? Il y a la santé, le ministère de la santé qui doit aller voir que la personne a acheté des équipements aux normes et que maintenant, il peut conserver des corps sans que les épidémies ne partent des morgues et qu'il n'y ait pas de contamination de faits vivants, c'est-à-dire obligation de laboratoire post-mortuaire. L'ABE, l'Agence béninoise de l'environnement, dont je remercie le directeur parce qu'au moins, il a reconnu que depuis 20 ans, il ne veut pas stagner sur ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait, mais par contre, qui me demande 6 mois pour prendre ses responsabilités. Et effectivement, en 6 mois, il a visité au moins les 70% des morgues et leur a constaté effectivement que ces morgues avaient fait tous des pizzas sans fond, sans scalite, où les produits hautement toxiques et cancérigènes s'infiltraient dans le sol. Dans le sol et dans la nappe. Et les a sommés de refaire leur pizza pour être aux normes, pour mettre fin à l'empoisonnement des nappes phréatiques et au peuple béninois par la pollution de l'environnement, alors qu'on a été brillé au sommet du COP 21 à Paris. On partait des œufs pourris pour aller s'occuper des poussins des autres. Donc toutes les maisons qui sont dans les environs des morgues, ils ont tous... Il y a risque de danger. Je confirme qu'il y a risque de danger. Et la deuxième chose, c'est que l'ABE maintenant s'est réveillé et je remercie son directeur qui pour le moment a entamé ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait depuis 20 ans. En 6 mois, il a demandé 6 mois et il a repris son travail. Depuis mon arrivée jusqu'à présent, je n'ai pris aucun contact avec lui, ni téléphoniquement, ni physiquement, mais je l'observe de loin par mes services d'information. Les morgues m'informent, l'ABE est venu tel jour, il a fait telle recommandation, il m'envoie les documents, ce qui fait que même sans venir dans ces locaux... le suivi aussi. Oui, est-ce que il reste le suivi. Je sais que mon arrivée à Cotonou les met un peu dans un état de frilosité où il s'agit de tout ce que je pars, quand je pars, tout s'arrête. Et la troisième chose, c'est le ministère de la Justice. Les corps sous décision de justice doivent être réglementés. Malheureusement, le Bénin se retrouve avec 3 médecins légistes. 3 médecins légistes où des fois, je peux vous donner des dates pour faire l'autopsie si les parents ne sont pas très actifs et que l'État, entre-temps, n'a pas encore réglé les soldes. Il faut 13 mois pour faire une autopsie. Il y a eu un cas comme ça à la morgue de Porte-Novo. Le monsieur a pu bénéficier de l'autopsie 13 mois après. J'ai la date de décès, j'ai la date de l'autopsie, tous les détails. Et 13 mois. Est-ce que il n'y a pas des éléments qui leur échappent en temps? Une autopsie réalisée dans ces conditions-là est fiable? Non, c'est pas fiable. On va dire de l'à peu près, mais c'est pas fiable parce que déjà la morgue, qui est une morgue de CHDO, l'hôpital officiel, n'est pas aux normes. Cette morgue, elle est tombée en panne. Le crématorium s'est effondré. C'est de là que viennent maintenant les grillades de corps fagots de bois dans la cour de cimetière PK14. Parce qu'on n'a plus de où griller les corps, ceux qui demandent à être crématisés. Et je préfère aujourd'hui que le Béninois soit informé et que chacun de nous soit des acteurs. Cette déclaration, je n'accuse personne, mais j'ai vu qu'il doit y avoir un problème de prise de conscience collective. C'est dans ce cadre que je me suis dit, on a formé les morguiers, on doit contrôler les morgues et on est à la phase de sensibilisation pour permettre aux Béninois de prendre conscience, d'éviter d'aller acheter des maisons autour des morgues ou d'habiter les bas-fonds autour des morgues parce que l'État seul ne peut pas être partout à la fois. Même si on accuse l'État de tous les maux dont on est responsable. Comme je le dis souvent, le problème au Bénin dans d'autres domaines, ce n'est pas le citoyen qui est devenu un problème, mais c'est l'État qui est devenu un problème pour son peuple. Il faut que chacun soit son propre gendarme. Soit son propre gendarme. Et maintenant, je peux vous dire même que le corps le plus vieux non enterré au Bénin, le 16 janvier prochain, aura 39 ans. Ah oui, c'est toute une autre vie après la mort. Le corps le plus vieux non enterré. Et il est où ce corps? Ce corps est là, il se trouve aujourd'hui à la morgue de CNHU. Sans oublier qu'au même moment,
Il y a d'autres morgues dont je peux vous faire voir les photos. Et pourquoi le corps n'a pas été enterré jusque-là? C'est un article du musée, on dirait. C'est un corps qui est sous décision de justice. D'accord. Quand la justice ne donne pas la main levée, il peut pas y avoir restitution. Chacun doit faire son travail. C'est pourquoi je dis le problème des morgues, c'est un domaine très profond, très délicat, où cohabitent 4 ministères. Et maintenant, au-delà de tout cela, il y a le ministère de l'Intérieur. La date que vous donnez, M. Koudebi, oui, c'est lié au 16 janvier 1977? Bien sûr, au 16 janvier 1977, ces corps-là sont là, sans parler de d'autres corps aussi qui ont 12 ans, 13 ans, que par manque de place, d'autres morgues sont obligés de les sécher au soleil, rangés dans les couloirs comme des fagots de bois, où il y en a actuellement qui poussent des champignons. Je peux montrer les photos, vous avez les photos que vous allez voir tout à l'heure. Malheureusement, on n'est pas à la télévision. Alors, quand je rentre dans une morgue et que je vois un corps séché au soleil, rangé dans les couloirs, comme des fagots de bois, parce que c'est des inconnus, c'est des personnes abandonnées, et qu'il n'y a personne, un parent qui doit aller devant les tribunaux pour mettre la pression sur le juge, pour qu'il y ait une main levée, je les appelle les oubliés de l'usine de la morue humaine du Bénin. Et ces problèmes, ces corps, du moins, constituent aussi des problèmes? C'est des problèmes. Quand ces corps vieillissent, c'est des problèmes de santé. Je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi nous mourons comme des lapins au Bénin? Souvent, on dit qu'on a plus la chance de mourir au Bénin que de survivre à une maladie. Et on prend celui de méningite. On le dépose sur celui de tuberculose. Celui de tuberculose, on le dépose sur celui de Lassa. Celui de Lassa, on le dépose par exemple sur celui de l'hépatite. Celui de l'hépatite sur celui de la fièvre jaune. Tout ce qui est contagieux. Et je vais vous donner la liste des maladies contagieuses pour lesquelles les corps ne doivent même pas aller dans une morgue. Cette liste, je vais vous la fournir. Et tout ce que vous dites là, est-ce que nos autorités sont censées connaître ces choses-là? Ou bien c'est vous qui les inventez? Enfin, moi, je comprends. Normalement, quand j'ai posé, ça faisait partie des 45 questions que j'ai posées au ministère de la Santé qui m'a dit que tout se fait par jurisprudence. Et depuis 2013, le service d'hygiène et d'assainissement et le directeur national de la santé publique, je les ai dotés tous de ces listes de maladies qu'ils devaient censés connaître. Apprenons tous, quelles sont ces maladies? Il y a par exemple la méningite. Ces corps ne doivent pas aller à la morgue. Non, ces corps ne doivent pas aller. S'ils doivent aller, ça doit être sous prescription médicale. Quand la personne décède, le médecin, par rapport à la quantité de la charge virale qui est dans le sang, c'est de là que le médecin va faire une prescription. C'est-à-dire mise en biais immédiate, par exemple. Oui, le médecin va faire la prescription de mise en biais immédiate sans soin. Non, il peut y avoir de soins palliatifs, c'est-à-dire juste l'habiller, mais en utilisant tel équipement de protection. C'est le médecin qui doit prescrire comme une ordonnance même les conditions de toilette ou d'inhumation. Malheureusement, chez nous au Bénin, il suffit que tu rêves 2 heures, même ta coépouse peut te ramener à la morgue pour collecter les enveloppes le jour des escortes. Il n'y a aucune obligation du certificat de décès avant toute admission de corps dans une morgue. Les hôpitaux aussi ne sont pas équipés des appareils nécessaires. Donc pas de certificat de décès. Et donc cela, si je comprends bien ce que vous dites, il peut arriver qu'on admette dans nos morgues des gens qui ne sont pas totalement décédés, qui sont... Il y a eu des cas. Normalement, ce qui me fait mal, c'est que au Bénin, je n'ai pas suffisamment eu de temps et beaucoup de presse n'ont pas coopéré. Je profite pour remercier le promoteur de Radio Soleil et de Radio Tokpa, 2 personnes qui se sont engagées dans ce combat, qui veulent vraiment sauver les Béninois. J'ai compris que c'est un problème de vocation. Malheureusement, il y a d'autres dont je tais les noms parce que je ne suis pas là pour faire leur procès, qui utilisent même des véhicules ONG. Je dis, ils ont des chaînes de télévision, mais leur véhicule, c'est ONG. Et ceux-là se disent des milliardaires, dont leurs compagnes ont été même ministres dans ce pays. Ils ont été obstacles à vos... Bien sûr, qui m'exigent de payer 300 000 francs avant qu'on ne puisse informer les Béninois de leur santé. On m'exige 300 000. Et quand je tourne, je vois tous leurs véhicules, c'est ONG. Je peux demander aux Béninois, observez les véhicules de Eden TV. Vous allez voir qu'ils sont tous ONG. Alors qu'ils se disent commercial. ONG veut dire qu'ils ne payent pas les impôts à la République. Ils ne payent pas les taxes douanières. Ils circulent sur le dos du contribuable. Par contre, pour informer les Béninois de leur état de santé resté dans la prévention, ils exigent 300 000. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour profiter, c'est l'occasion de remercier les promoteurs qui ont accepté qu'on puisse sauver les Béninois et ils font tout ce sacrifice.
Et quand vous allez maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur, le tout-puissant qui réglemente tout. Malheureusement, lui, il était censé, parce qu'il y a un arrêté interministériel signé par le ministre Alabi Béguin, dont, si l'actuel ministre n'a pas copié, il peut s'en procurer. Moi, j'ai copié. Et Céline Candissounon, ministre de la Santé à l'époque. Cet arrêté ministériel, interministériel, exigeait que les véhicules funèbres doivent être désinfectés tous les mois par le service d'hygiène et d'assainissement de notre ministère de la Santé. Je mets tout le monde au défi, qu'on arrive à me présenter le document d'un véhicule funèbre une fois désinfecté au Bénin. Jamais depuis 1976, alors que l'arrêté existe. L'arrêté existe. Et malheureusement, notre ministère aussi n'a pas de service morgue. Ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'a pas de service morgue. Ils sont été obligés de mélanger la mort à la vie parce que c'est le service d'hygiène et d'assainissement de l'eau qui gère l'eau, qui doit gérer les morgues. Du coup, ils se sentent aussi dépassés. Ce n'est pas une direction, mais c'est un service. Alors, non, avant d'y aller, il n'a pas cité les autres maladies, outre la méningite. Quelles sont les autres maladies? La méningite, tuberculose, choléra, évidemment, Lassa, le Ebola, le Lassa et la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Il y a une série de maladies, je vous remettrai la liste, ou soit je vais les publier après l'émission sur mon Facebook, afin de permettre aux gens d'aller s'imprégner, parce que le ministère de la Santé, là, ils ont une cellule de communication, ils devaient assez communiquer sur ça. J'allais recommander plutôt d'en donner au service de santé et au morgue. Ils l'ont depuis 2013, plus précisément le 19 mars 2013, lors de la formation des tout premiers agents des pompes funèbres du Bénin à l'hôpital de zone de Huida, organisé par Madame Gaza. Depuis ce jour, j'ai doté le ministère de la Santé de ces recommandations de l'OMS dont ils n'ont pas copie, et je leur ai demandé même que désormais l'obligation du certificat de décès avant toute admission de corps dans une morgue soit une obligation. Ils m'ont demandé un modèle de certificat de décès à envoyer à l'imprimerie nationale pour qu'on puisse avoir ce modèle, tout ce que j'ai fourni, qui devait faire l'objet de communication en conseil des ministres. Jamais rien n'est fait. Je peux vous donner un exemple très simple. Après tout ça, depuis 2013, rien n'est fait en matière de régularisation de ce problème. Je peux vous donner un exemple très simple. Dès que je suis arrivé, tout le monde s'est mis à travailler. Ils ont consulté 20 morgues. Dans les 20 morgues, ils ont voulu recenser les corps inconnus, les corps sous décision de justice, qui ont déjà fait plusieurs années dans les morgues, les oubliés des morgues du Bénin. Les morgues sur 20 morgues, 20 morgues actuellement sur 43, sans parler des autres qu'on ne connaît pas, ni des garnisons militaires dont on ne connaît pas encore le nombre, mais qui existent. Ils en ont recensé en tout 324 corps. Inconnus abandonnés dans les morgues, où on me promet qu'ils feront l'objet d'une communication en conseil des ministres en janvier. Parce qu'ils savent que je vais partir. En janvier, je ne serai pas là pour le suivi. C'est actuellement sur la table du conseiller technique au ministre de la Santé, Rotegny. Ce conseiller est motivé. Je l'ai rencontré. Il a pris tous les documents. Il a fait pratiquement près de 300 pages de photocopie. Je lui ai donné les attestations des gens que j'ai formés, les officiers de police judiciaire, les promoteurs des morgues. Il a tout pris, dit, je viens d'arriver. Je vais essayer de mettre de l'ordre. Mais quand il monte au 4e étage, au cabinet de l'actuel ministre de la Santé, il revient souvent dégonflé. Je vais vous donner l'exemple très simple. Il y a 5 jours. De ça, nous allons parler dans un instant. Le grand rendez-vous. Alors, Monsieur Koudebi, après votre opération presque kamikaze, je vais dire, sur la morgue de Dangbo, vous dites avoir subi la pression de certaines autorités. De quel type de pression, de quel type de menace parlez-vous et de la part de quelles autorités avez-vous reçu ces pressions et pourquoi? À l'époque, je peux dire, il n'y a que 2 personnes qui ont coopéré. 2 personnes qui ont coopéré. Et en tant qu'homme, j'ai honte. Parmi ces 2, il n'y a que des femmes. Que des femmes qui ont vu dans cette situation le danger qui guette leurs enfants. Mais les hommes ont été tous complices de la mafia mortuaire au Bénin. Oui, ces 2 femmes, je profite pour leur rendre hommage. C'est Madame Gaza qui s'est vraiment chinée et Madame Hachime, la directrice du chef de l'État, l'actuel ministre de la décentralisation, qui a géré tout ce dossier au cabinet du chef de l'État. Elle en a bien connaissance. À mon arrivée, c'est une femme qui ne m'a pas fermé ses portes. Tout de suite, elle me dit, Monsieur Koudebi, je suis là. Tout ce qu'on peut faire pour sauver des Béninois, je suis d'accord à coopérer.
Si vous venez qu'on dit que je ne suis pas là, insistez sur mon portable, je vous recevrai personnellement. Rien que cette volonté venant d'elle, sincèrement, ça m'a rassuré. C'est largement suffisant. Oui, ça m'a rassuré. Si tout le monde pouvait montrer autant de volonté, peut-être que vous n'en serez pas là à dénoncer ce que vous dénoncez ce matin. Ça m'a beaucoup rassuré. Au niveau de la police aussi, ils ont été très dynamiques. Systématiquement, dès qu'ils ont été informés du danger qui tue les jeunes officiers et qui augmente le taux de mortalité dans nos prisons, parce qu'il y a des communes, par exemple, comme Aboum et Calavi, qui n'ont pas de voirie. Et en cas de découverte de cadavres, c'est la police qui va, qui prennent les cadavres, qui mettent dans leur véhicule de commandement, sans équipement de protection, sans les housses de transport de corps, sans les masques. Ils exposent leur vie à eux-mêmes. Et quand ils vont déposer les corps à la morgue, ils reviennent sans désinfecter la voiture. Ils prennent les gardés à vue dedans, direction le tribunal. Et le pauvre malchanceux est condamné à mort par maladie avant son jugement officiel. Et cette situation, beaucoup de juges en ont pris conscience. Et à l'heure où je parle aujourd'hui, d'autres ont recommandé carrément des stylos personnellement destinés aux gardés à vue qui doivent prendre eux-mêmes pour éviter que cette contamination, cette chaîne ne vienne jusqu'à leur bureau. Ce qui est souvent des fois les causes des infections des jeunes gendarmes, des jeunes policiers qui font ces travaux de voirie à la place des mairies qui n'ont pas de voirie et qui meurent naïvement sans que l'État ne reconnaisse aucune maladie professionnelle. Alors, je n'arrête pas de le dire et de le redire, à côté des milliards pour acheter les équipements anti-émeutes, qu'on puisse penser à des millions pour équiper tous les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie, et éviter que les gens, des équipements de découverte de cadavres et aussi pour assister aux autopsies. Ils assistent aux autopsies sans équipement. Même sans masque. Sans masque, sans gants, sans housse de transport de corps, sans les chaussures antidérapantes, sans les combinaisons jetables. Les pauvres, quand je les vois, ils me font pitié parce qu'il suffit qu'un haut gradé perd sa maîtresse ou la belle-mère de la maîtresse ou la maman de la maîtresse, on les oblige à porter des cercueils. Les cercueils qui ne sont pas aux normes, ils n'ont pas de plastique biodégradable au fond pour empêcher les écoulements et les sécrétions des liquides contagieuses que le corps aurait emmagasinés à la morgue pendant son séjour. Et ce sont ces liquides-là qui coulent sur leurs épaules, qui coulent dans leurs mains. Ils arrivent à être en train de couper sous le cercueil, mais il ne peut pas l'abandonner. Dans nos morgues, on n'a pas des robinets pour se laver aussitôt les mains, et c'est avec des Kleenex qui vont se suyer, et on leur dit, mais ils s'imbonou. Et ils boivent dans ces conditions. Ils meurent quelques jours après. Et il faut que l'État m'aide à sauver la vie des jeunes gendarmes et des jeunes policiers en mettant à leur disposition les équipements sanitaires nécessaires pour les découvertes de cadavres. Que le ministre de la Défense prenne au moins un arrêté pour interdire le port de cercueil par les agents, les gendarmes et les policiers sans gants, sans se rassurer que le cercueil ne soit aux normes. Aujourd'hui, il y a 3 morgues qui ont commencé à prendre ces dispositifs, normalement que je remercie. Et aujourd'hui, dans ces morgues, si vous allez, même si votre cercueil n'est pas aux normes, eux, avant de poser votre corps dans le cercueil... Mais quels sont ces morgues? Parce que c'est une manière de faire aussi la mauvaise concurrence aux autres et de les amener à être aux normes aussi. Oui, par exemple, je peux dire, à Cotonou, par exemple, il y a Lomel. La morgue de Lomel, systématiquement, vous met le capitaine. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est le gendre du tout premier béninois à obtenir le diplôme que j'ai. Monsieur Nikwe, paix à son âme, aujourd'hui il est décédé. Il est le premier béninois qui a obtenu ce diplôme en 1976, plus précisément formé à l'école de IGECO à Gonesse en France. Après lui, il y a eu d'autres béninois, on dit, qui est en France aujourd'hui et je suis le 3e. Alors grâce à son beau-père, lui il a pu au moins très tôt, il a pris les dispositifs du professionnel du métier qu'il applique aujourd'hui au niveau de Lomel. Deuxième morgue, par exemple, c'est Adonaya Porte-Novo dont j'ai sommé le propriétaire d'acheter les équipements nécessaires pour être aux normes, mais en attendant, pour limiter les contaminations de faits vivants, il applique systématiquement le plastique biodégradable. Adonaya dont vous parlez, est-ce la morgue qui a été l'objet de controverses dans tout un temps là? C'est seulement c'est ça. Effectivement, quand j'ai contrôlé, j'ai vu que c'était en pleine agglomération. J'ai demandé au promoteur rapidement de prendre les dispositifs pour acheter les maisons aux alentours pour ne pas être mitoyant directement à ses voisins. Effectivement, le promoteur a racheté la première maison qui est à sa droite, où il y a actuellement une quincaillerie. La quincaillerie, c'est pour son épouse.
Il est en négociation pour acheter la maison qui est à l'angle, aussitôt, avant d'arriver, parce qu'il est sur un angle de rue. Ce qu'il est en train de faire, les négociations sont en cours. Et par derrière, par contre, c'est une maison privée où on a déjà enterré quelqu'un. Dans nos tests, on considère souvent une maison où on a déjà enterré quelqu'un comme un cimetière privé. Ce qui fait qu'actuellement, il est en train de tout faire pour être aux normes à l'heure où je vous parle. Il a même pris les dispositifs nécessaires auprès d'une grande banque de la place qui est en train de l'aider à acheter le laboratoire post-mortuaire à conservation individuelle de 36 places à l'heure où je vous parle. Oui, ce genre d'initiative mérite d'être encouragé. C'est bien ce que vous faites, c'est pas de la publicité, mais c'est un encouragement, c'est sauver la vie des gens et encourager aider les autres à se mettre à mieux faire. Et au niveau du troisième morgue actuellement, c'est celle de l'hôpital de zone de Ouida. La morgue de l'hôpital de zone de Ouida, mis sous contrat aujourd'hui, a commencé au début, ils avaient de très grandes difficultés quand j'ai été dans cette morgue. Ils avaient 16 places, mais on leur avait donné 16 places. Mais ils avaient 93 corps. Le surcharge, j'ai demandé tout de suite que ça soit dégelé. Qu'il n'y ait plus de surcharge. Le procureur de Ouida, on a pu le convaincre, qui a autorisé l'inhumation dans une fosse commune des corps abandonnés. La mairie de Ouida dit n'ayant pas les moyens, c'est le promoteur qui a fait les exhumations sur ses fonds personnels. Le promoteur même a été obligé d'aller inhumer les gens. D'aller inhumer les inconnus qui sont dans sa morgue après que le procureur... C'est pas bien cher, c'est sans cérémonie, non? Oui, c'est sans cérémonie, mais déjà il faut acheter la tombe au niveau de la mairie. C'est l'emplacement, tu ne peux pas aller creuser comme ça. Je peux vous dire, par exemple, les 350 corps enterrés dans une fosse commune au cimetière de Sommet, la nuit du 9 au 10 avril, parmi les 769 corps que compte la morgue de CNHU, alors que c'est une morgue de 55 places. Et ça a coûté pratiquement l'équivalent de 4 millions versés à la mairie de Cotonou. Et c'est bon point que vous décernez, vous n'en décernez aucun aux morgues bien connues, la morgue du CNHU, la morgue du CHDO, la morgue de l'hôpital de Parakou. La morgue de l'hôpital de zone de Parakou n'est pas une morgue aux normes, bien que ça appartient à l'État. Et ce problème, j'en ai discuté et je profite pour remercier le procureur Sabimouka. Ce procureur, l'année dernière, je l'ai appelé. J'ai appelé le commissaire central de Parakou et son adjoint. J'ai dit, mais vous avez une chambre froide de poissonnerie, alors que ça appartient à l'État. Vous avez l'équivalent pratiquement de près de 400 corps éparpillés sur les étagères, dont 75 corps de bébés et plus d'une centaine de malfrats abattus un peu partout. Ceux-là sont là, ils sont morts d'une maladie ou d'une autre. Tous les corps qui séjournent viennent les infecter et eux aussi ils en donnent ce qu'ils ont déjà emmagasiné à ceux qui arrivent avant leur départ. C'est toute une chaîne. Si vous voulez sauver les Béninois, il va falloir ce que vous alliez vite et qu'il y ait une main levée. Effectivement, le procureur Sabimouka m'a dit de lui donner avant la fin du premier trimestre de 2015 qui va faire le nécessaire. Effectivement, le 11 mars 2015, il a autorisé l'inhumation de 145 corps dans une fosse commune, dont 41 corps de bébés. Ce qui a été fait, ce procureur a donné la parole et il en a respecté. Il a montré qu'il est au cœur de la République et qu'il veut sauver les habitants de Parakou. Alors, s'appuyant sur l'exemple de la morgue de Dangbo, il y a eu des choses qui ont été faites. Vous avez parlé du ministre Kene Gaza. Elle a été remplacée, Madame Gaza. Que fait-il concrètement, ce nouveau ministre qui le remplace et dont c'est le domaine? Parce que tout ce que vous dites là relève du ministère de la Santé. Mais là-bas, que font-ils ces messieurs? Je vous ai dit tout à l'heure que le conseiller technique du ministre de la Santé, Routeigné, le directeur national de la santé publique, Dr Yuru Chabi, c'est des gens qui sont motivés, mais qui doivent recevoir des ordres pour agir. J'ai voulu même que le conseiller vienne quand même participer à l'émission. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne peux pas venir sans mon ministre. L'autorisation, je vous l'ai passé même. Bien sûr. Je vous l'ai passé. Oh, le ministre n'est pas très disponible. Et non, ils sont très mal à l'aise dans ce rôle-là. Ils sont très mal à l'aise. Ils me disent même, mais on ne sait pas sur quoi tu comptes. Et tu fais ces révélations. Tu touches vraiment au cœur de la mafia. Vous devez bien compter aussi sur quelque chose. Non, il y a Dieu. Confiez-nous. Sur quoi comptez-vous? Il y a Dieu. Parce que nous, on devrait peut-être savoir avant de vous inviter, puisque nous parlons de choses très graves et nous ne comptons sur rien. On compte sur Dieu. Peut-être vous nous direz sur quoi vous comptez, M. Koudebi. Il y a Dieu et il y a la vérité.
quand tu suis la vérité, quoi qu'en soit ce qu'ils vont faire, ça finira par les rattraper. Et ce que je dis aujourd'hui, je sais que l'État sera le grand bénéficiaire. S'il arrive à faire les réformes des morgues au Bénin, ces réformes vont lui permettre désormais de ne plus payer des pensions de retraite à des morts. Au même moment, l'État pourra quand même sauver 50 000 villanais qui seront désormais demain directement ses propres électeurs, qui pourront contribuer quand même à accueillir les chefs d'État qui arrivent et qui pourront aussi danser, ils deviendront les Amazones. Au même moment, ces gens-là vont payer des TVA. Ils vont contribuer au développement du Bénin. L'argent que nous cotisons pour les morts, s'il n'y a plus de morts, ces sous-là vont servir. On va acheter moins de tissus les week-ends. Mais non, mais on enrichit la Chine. Je disais à quelqu'un d'autre, quand tu vis au Bénin, le Béninois n'a jamais le temps de te rendre visite. Quand il vient, tu es à Nanami. S'il n'y a pas un Nanami là, le Béninois ne viendra pas te voir. Ou soit s'il vient, c'est pour te poser ses problèmes. Alors, M. Koudebi, parlant toujours de la morgue de Dangbo, vous dénoncez les lacunes et le laxisme de l'administration béninoise et des directions départementales de la santé notamment, qui jamais en 8 ans, n'ont pu effectuer un seul contrôle, ni détecter la moindre anomalie, alors même que dans cette chambre froide destinée à la conservation de produits congelés, il a été découvert plus de 198 corps entassés les uns sur les autres, atteignant même 1,50 m de hauteur. Alors, combien devrait comporter une morgue? Combien de personnes on peut mettre dans une morgue? Et puis, j'ai envie de poser une autre question. Pourquoi, à votre avis, les autorités chargées de la santé publique laissent ainsi faire et laissent ainsi propager les maladies? Je vais vous donner un exemple très simple. Les morgues et les pharmacies, carrément, quand on parle de la mafia sicilienne en Italie, c'est nous notre mafia au Bénin. Il y a la mafia mortuaire au Bénin. La mafia mortuaire. Aujourd'hui, j'utilise le thème de la mafia partout où je passe lors des conférences de presse que je donne à travers le monde et de mes rencontres avec les députés du Parlement européen qui suivent ce dossier-là de très près. Et Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS que j'ai saisie plusieurs fois, j'ai même une fois dit à l'OMS Bénin, s'ils ne font rien, parce qu'ils ont un budget. Ce budget, ils mettent la moitié dans les achats de 4x4, le reste dans les services traiteurs, et ils vont jouer les mannequins aux côtés du gouvernement pendant les lancements officiels. Je leur ai dit, si ça va continuer, je serai obligé de demander au secrétaire général des Nations Unies, à Mme Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, de renouveler la totalité de l'équipe OMS de Cotonou parce qu'ils sont déjà complices de cette mafia. Et quand ils te disent, par exemple, tu leur poses des problèmes de la santé au Bénin, ils disent, oui, mais monsieur Koudebi, ce que tu dis est vrai, c'est une réalité. Mais allez à Ouida, à Sogbenou à côté, il n'y a même pas de maternité. Quand les femmes accouchent, on ne sait même pas, ils accouchent à domicile. Il faut déjà qu'il y ait des hôpitaux partout pour qu'on puisse parler de l'obligation de déclaration de décès, de constat de décès. C'est ce qu'ils nous disent. Ils sont conscients et ils sont là. Ils sont des hypocrites. Ils tournent autour de la marmite, service traiteur, tel milliard, les gyrophares, les sirènes, que de la mannequinat. Sincèrement, même en France, la voiture de François Hollande n'a pas de gyrophare ni de sirène. Regardez à la télévision, vous verrez. Alors, cette morgue de Dangbo, parce que c'est celle-là sur laquelle vous avez pu mettre la main, a été rouverte, je crois, opérationnelle. Comment cela a pu se faire? Comment a-t-on pu laisser faire cela alors que tout le monde est au courant de ce que vous avez fait? On a vu votre vidéo sur YouTube. Vous avez même tenté d'organiser une émission sur l'audiovisuel du service public. Ça a été empêché. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont... Mais alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce pays? J'utilise le thème de la mafia. Je vais continuer à utiliser ce thème de la mafia jusqu'à nouvel ordre. Et la morgue de Dangbo, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a eu autour. Déjà, ça a été un effet de surprise, mais la surprise, ça n'a pas été surprise. Comment je me suis arrangé? Avec les partenaires au développement, l'OMS qui est informée, l'Union européenne qui est informée, j'ai touché Mme Gaza par mail. On a échangé personnellement par mail pour éviter qu'il y ait de fuites. La descente, c'est la veille que la ministre de la Santé a demandé au directeur national de la santé publique. Ils ont demandé à midi au DDS, qui a joué son rôle, Clément. On lui a demandé à midi, vous organisez l'arrivée de M. Koudebi pour le contrôle des morgues de l'OME Plateau, vous prenez tous les dispositifs, ça va être le lendemain matin à 8h. Effectivement, à 8h, je suis arrivé. Quand je suis arrivé à la direction départementale de la santé, tout le monde ne faisait que gratter la tête.
on tournait. Malgré ça, le promoteur a été informé. Malgré tous ces dispositifs, le promoteur déjà est informé que j'arrive. Il a demandé à 4 h du matin à ses employés. On va amener 2 bâchers où on va transférer tous les corps dedans, on ira les garer dans une brousse. Et quand ils vont finir le contrôle, on va finir le contrôle, on ne verra aucun corps, on va les ramener. J'ai été informé à 5 h du matin parce que moi aussi je mets mes réseaux. Les voisins, je vais les voir 2 jours à l'avance. Je paye même le service pour qu'ils restent là pour m'informer de tous les mouvements. Grâce à ça, j'ai été informé à 4 h du matin que c'est comme ça que les dispositifs ont commencé à être pris. En infiltrant le personnel, j'ai demandé à tout le personnel de ne pas oser parce que j'ai informé la brigade à côté et que la première voiture qui va sortir avec des corps de la maison sera interceptée parce que le commandant de compagnie de la brigade de la gendarmerie de l'Ouémé Plateau était informé et en a réquisitionné 20 gendarmes pour cette mission-là. Ce qui a fait que les employés ont refusé de charger les 2 bâchers qui étaient prévus transporter les 198 corps qui devaient aller garer dans la brousse avant mon arrivée. Une fois sur place, il y avait déjà le promoteur. Si vous voyez dans la vidéo, vous allez voir un féticheur en chapeau blanc et en pagne. Tout le monde m'attendait déjà, toute l'équipe m'attendait. Le DDS arrivé là-bas. Le féticheur, il avait quelle mission dans l'équipe? La mission qu'il avait aujourd'hui, le promoteur même l'a récolté parce que, et selon les informations entre ses personnels et lui, je devais faire un accident mortel malheureusement. Avant d'arriver à la morgue? Dans les 48 heures, c'est son propre fils qui a fait cet accident. Aujourd'hui, il peut en témoigner, il en sait quelque chose. Et arrivé sur les lieux, le féticheur m'attendait, il était toujours là. Le DDS, on rentre, le DDS me regarde. J'étais accompagné du président de l'association des pompes funèbres du Bénin. Et on a commencé les contrôles. Vous avez combien de corps? 12 corps, c'est ce qu'ils m'ont déclaré. On a découvert on a vu tout ça sur la vidéo. J'invite les Béninois à aller sur YouTube pour voir cette vidéo absolument bouleversante. Il suffit qu'ils tapent sur Google ou sur YouTube Koudebi Meda, ils auront cette vidéo. Ils auront d'autres vidéos les jours à venir de comment les corps sont grillés au fagot de bois au Bénin. Et immédiatement, arrivé, la chambre froide n'était pas aux normes. Les corps étaient habillés au sol nu. Ils n'ont pas de salle de toilette. Sur place, j'ai subi toutes les pressions. Les cadres de la localité. Il y a même un ministre au cœur de la République qui me dit non, on ne peut pas fermer, on peut faire autrement. J'ai dit, il n'y en a pas question. Ce ministre, j'ai son numéro. Il ne peut pas nier. Parce que je vais lui demander comment il a pu m'appeler. Je vais demander à MTN et à Move de sortir, de mettre une réquisition de police sur les numéros qu'il a appelés le jour-là. Et on verra combien de fois ce ministre m'a appelé. Et immédiatement, j'ai dit, il n'y en a pas question. Ce ministre s'est adressé au directeur départemental de la santé. Parce que quand on a fait le constat, on a informé le procureur de la République de Porto-Novo. On a demandé à la brigade de Dangbo de prendre le contrôle de cette morgue jusqu'à nouvel ordre. Ce ministre, ne sachant pas qu'il y a eu des dispositifs qui ont été pris au niveau de la justice, a demandé à un cadre de lui faire un faux rapport que je n'avais pas compétence à fermer cette morgue pour qu'il puisse me mettre aux arrêts pour trouble à l'ordre public. Ah oui. Et qui l'a dissuadé? C'est ce cadre de la vallée qui faisait partie du contrôle, mandaté par le ministre de la Santé, qui l'a dissuadé. Il dit, mais monsieur le ministre, on ne peut pas faire ce montage-là parce qu'il est venu avec de la caméra. Il a les images. Les images vont nous contredire. Il a porté plainte et moi, en tant que cadre, j'ai aussi porté plainte. Du coup, je ne peux pas vous faire un rapport qui va contredire ce que j'ai déjà fait. C'est comme ça que ce ministre n'a pas pu mettre en place son scénario de la mafia mortuaire pour m'accuser à tort pour qu'on puisse continuer à tuer les Béninois. Une fois, quand il a échappé ce scénario, je suis parti de Cotonou. Il s'est rapproché du promoteur. Il lui a dit, voilà, j'ai déposé une plainte. Je peux vous donner la plainte auprès du procureur de Porto-Novo, légalement enregistré, déchargé, pour empoisonnement en bande organisée contre le promoteur. Dans le cadre de mon ONG, j'ai informé Martin Asogba de tout. Il a tous les documents. C'est un dossier qu'il suit très sérieusement et je peux dire au moins les ONG de société civile. Il a beaucoup aidé aussi les Béninois parce que Martin Asogba m'a plusieurs fois reçu à sa résidence. Il a pris tous les documents. Il s'est déplacé personnellement pour aller voir quelques ministres concernés pour pouvoir les raisonner. Martin Asogba en a beaucoup fait. S'il ne crie pas encore, il faut savoir qu'il travaille en sourdine. Le moment viendra quand il va... C'est là que j'ai compris que quand il commence à crier, c'est quand il est fatigué qu'il crie.
Et immédiatement, tout a été fait. On est revenu. Ce ministre a commencé à tourner, je suis parti. Il a demandé au promoteur, à l'époque, qui est membre de l'UN et CA de Dangbo, de démissionner de sa couleur politique, de devenir membre de lui, sa couleur politique. On rentre dans le système de clientélisme et qui devait s'engager à financer tous ces meetings dans la vallée de l'Ouémé. Et comme ça, on va préserver en échange de la réouverture et de toute impunité. Ce que le promoteur a fait est a repris la réouverture le 9 mars 2015 sans l'accord de Mme Gaza. Immédiatement, ayant été informé depuis Paris, j'ai écrit au Parlement européen. J'ai alerté Mme Gaza par un mail. Et sur instruction du procureur, une descente surprise a été organisée par le directeur départemental de la santé de l'Ouémé Plateau, qui est M. Akissou, qui peut témoigner. Pourquoi avez-vous saisi le Parlement européen? J'ai saisi le Parlement européen parce que j'ai compris que le problème au Bénin, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est parce qu'on ne veut pas. Et systématiquement, aujourd'hui, on a des partenaires au développement qui veulent de notre développement. Le développement passe par la santé et par le bien-être des populations. Et qu'avez-vous demandé au Parlement européen? La première des choses, j'ai demandé au Parlement européen de conditionner les subventions à la santé de notre pays par l'obligation du respect des droits humains en matière de santé, parce que ce soin fait partie des 5 besoins fondamentaux de l'homme. L'Union européenne Bénin même a pris une décision sur la situation des défunts au Bénin, où à un certain moment il était même en colère qu'il allait soulever ce problème lors du financement des OMD, parce que dans le financement des OMD, il y a le financement de la santé publique, c'est-à-dire comment réglementer tout ce qui est public pour ne pas mettre en danger la vie des populations. Et sur ces 2 dispositifs que j'ai pris au Parlement européen, et au même moment à Mme Gaza par mail, le procureur averti, une descente a eu lieu et on a découvert que le promoteur a encore, après la fermeture officielle le 16 janvier 2015, il a fait une réouverture frauduleuse avec la complicité d'un ministre de la République le 9 mars et en a pris déjà clandestinement 9 corps. Pourquoi? Comment on a eu maintenant? On a saisi le registre principal le 16 janvier qu'on a mis à la disposition de la morgue de Dangbo. Lors de ce contrôle de la réouverture clandestine, on a découvert un registre parallèle qui n'est plus ce qui est à la brigade, mais qui était caché, où il y a de nouveaux noms encore, il y a déjà encore 9 corps enregistrés. Et vous avez retrouvé les corps? Les corps ont été retrouvés, le promoteur a été entendu par la brigade de Dangbo, tous les employés ont été auditionnés. Pendant qu'on a convoqué les employés, le promoteur leur a dit, jamais dans vos déclarations, ne sortez pas le nom de ce ministre-là qui nous a autorisé à faire la réouverture. Les employés vivent aujourd'hui, peuvent en témoigner. Tous les PV sont à la brigade de Dangbo. Et les employés ont révélé le nom du ministre? Tous les PV sont à la brigade de Dangbo. Est-ce que cette morgue est encore fonctionnelle aujourd'hui? C'est dans ce cadre qu'on a refermé une deuxième fois après la vidéo cette morgue. Quand on a refermé une deuxième fois, j'ai informé le maire Clément Inonfou, j'ai saisi le secrétaire général de des magistrats, M. Michel Adjaka, que je remercie ici, qui, sans parler, étant de la vallée de l'Ouémé, a suivi ce dossier de très près pour pouvoir sauver la vie de ces populations. Le roi Signon, aussi de la vallée, a été informé de cette situation. Le roi a été informé et un arrêté, il y a eu même un conseil municipal par le maire Clément Inonfou qui a pesé sur les conditions de réouverture. C'est comme ça que le promoteur de Ouémé, M. Bono Antoine, qui a la société Merec, a acheté une morgue de marque Illuco en Italie, qu'il a ramené à ce promoteur. Ce promoteur, grâce à ses appuis de géants de la mafia en quelque sorte en sourdine, a pu faire la réouverture sans aucune analyse géologique de l'impact de l'empoisonnement et des produits qu'il a déversés dans le sol pendant 9 ans. Ce qui fait que j'invite les populations de cette zone à boire que de l'eau du robinet, en attendant que le nouveau maire Akoma puisse enclencher une étude d'impact environnemental et géologique
afin de pouvoir réellement informer ces populations sur le danger qui les guette. Bon, monsieur Koudebi, je crois que ça va. Parole aux auditeurs. Franchement, là, on s'arrête. Moi, je ne sais plus. Nous allons peut-être ouvrir l'antenne aux auditeurs. Ils ont sans doute des choses à dire. Moi je suis à bout. Bonjour, est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Eugène Ewagnon. Monsieur Ewagnon, bonjour. Vous avez 2 questions à poser. Allez-y rapidement. Je salue votre invité. Je le remercie. J'ai la chair de poule. Nous allons tous nous mettre en prière. Il vivra longtemps pour démasquer cette mafia-là. Au vu de votre expérience de France en matière de chiffres de décès et au Bénin, pouvez-vous confirmer et affirmer que nous sommes dans un pays anormal avec des dirigeants non excellents, pour ne pas dire anormaux? Deuxième question. Accepterez-vous d'être ministre de la Santé du prochain gouvernement du président de 2016 pour faire des réformes dans nos modes? Enfin, vous êtes aussi franco-béninois. Sinon, quel est votre style de musique? Vous aimez le zéli ou quel type de chaussures portez-vous? Des chaussures à talons? Oui, monsieur Evaillon, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Un autre auditeur est là. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien et vous-même? C'est Pamphile Arissou. Ah, monsieur Arissou, allez-y pour votre question. Oui, je salue votre invité. Vraiment, tel l'a dit mon prédécesseur, nous avons vraiment la chair de poule. Et bon, tel qu'il a parlé, on se rend compte qu'il paraît qu'il est le seul, ou bien ils ne sont pas nombreux dans cette spécialité-là. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas connaître la même formation, mais faire la même formation pour que quand même ils soient nombreux à défendre cette cause noble pour la santé humaine. Merci beaucoup. Et l'autre question, c'est de savoir pour les cas de décès dans la vallée profonde, où il n'y a pas des hôpitaux pour certifier les cas de décès, que faire? Et ça, c'est ma question, la dernière question. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonne journée à vous et bonne journée. Oui. Un autre auditeur est-il en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour. À qui avons l'honneur? Olatunde Abbas, mon nom, depuis Porto Novo. Oui, mais là, monsieur Olatunde, allez-y pour vos questions. Écoutez, chers journalistes d'investigation et d'information, les remerciements de nos populations ou auditeurs n'équivalent guère à vos efforts. Seul Dieu peut vous en remercier à sa plus bonne manière. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Et je réponds à son intervention par ceci. Quand vous êtes ou vivez dans un pays qui, régi par une loi, donne priorité à un serviteur des administrés à faire le challenge des détournements dans l'impunité, on ne peut qu'assister à la mort répétée de ses habitants. Ce qui me réjouit, moi, aucun d'entre nous, en l'occurrence de nos dirigeants, ne seront enterrés sur les étages ou au ciel. Et comprenez avec moi sans doute, c'est une continuité. Leurs corps passeront par vos cris de cœur. Je vais aller à mes petites 2 questions. Que pensez-vous de l'enterrement religieux au Bénin? C'est-à-dire, je vais parler de l'enterrement religieux des musulmans. Que sera les conséquences de l'existence d'une cimetière qui, par ces 3 murs de clôture, a pour voisin les corps vivants? Je finirai en disant ceci. La vie se vit. Et ce n'est que votre manière de la vivre qui déterminera l'au-delà. Je vous remercie. Bonne continuité. Merci beaucoup, monsieur Latonde. Merci pour vos bons mots à l'endroit de notre invité. Nous allons prendre notre auditeur. Bonjour. Appelez-moi monsieur Keke Robert, depuis Fagne. Monsieur Keke, comment? Je remercie Dieu. Et chez vous? Oui, ça va bien. Attendez-moi saluer votre invité. Donc, ma première question, les gens lavent leur corps à la maison. Quel message vous pouvez leur avoir à ceux-là? Deuxième question, est-ce que c'est pas normal que vous sensibilisez
tout le peuple béninois, y compris les promoteurs de remorques, jusqu'au Bénin profond, pour qu'ils sachent le danger qui court. C'est ce que nous faisons déjà, monsieur Keke. Vous le savez maintenant, non? Oui, est-ce que le Béninois du Bénin profond est au courant? C'est ça. Commencez par le faire vous-même déjà. Pourquoi vous ne le faites pas? Bon, je peux continuer par. Bon, allez, continuez à y faillir, c'est déjà ça. Bonne journée à vous. On va prendre notre auditeur. Bonjour. Bonjour, Soleil FM. Oui, à qui avons l'honneur, c'est une femme. C'est Madame Didioro depuis Port-Nouveau, précisément Candésie et Rodé. Madame Didioro, c'est bien, merci de nous appeler. C'est agréable d'entendre une fois pour la première émission de l'année. Nous vous écoutons. Ah, vraiment. Tout ce que votre invité nous dit, c'est très motivant. Ça m'a donné la chair de poule, pour ne pas vous mentir. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour que vous ne voyez pas la vidéo, c'est mieux pour vous, parce que si vous voyez la vidéo, vous n'aurez pas que la chair de poule, vous aurez autre chose. Votre émission depuis jusqu'à la fin. Ah, vraiment, ce que le premier auditeur m'a dit là, vous a dit, je voudrais que le type, notre docteur là, soit notre ministre de la Santé du prochain gouvernement. Je ne sais pas si c'est ça son intention, mais il vous le dira lui-même à la fin de l'émission. La campagne. Il faut déjà souhaiter qu'il soit écouté. Priez déjà qu'il soit entendu, plutôt que de lui souhaiter d'être ministre. Merci beaucoup, Madame Didioro. Je ne peux pas vous mentir. Merci beaucoup, bonne journée à vous. L'autre auditeur est-il en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Oui, ici c'est Rontondi Saturnin. Oui, monsieur Saturnin Rontondi, allez-y. Oui, je remercie l'invité du jour. Et c'est une question. Pourquoi ne pas adresser une lettre ouverte à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont les représentants du peuple? Donc voilà ma question. Merci, agréable journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Rontondi. On va prendre un ou deux autres auditeurs avant de boucler la liste. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. On m'appelle Zachary Egouleti. Oui, monsieur Egouleti, allez-y pour vos questions. Monsieur le journaliste, c'est comme ça qu'on est géré. On s'en fout des populations. On ne sait d'eux que pour les élections, pour l'électorat, mais par rapport à leur vie, on s'en fout. Je vais féliciter votre invité. Monsieur le journaliste, est-ce que monsieur, votre invité, est-ce qu'il a fait l'enquête sur le cimetière qui est à côté du vieux port à Cotonou? Toutes les fois, les gens s'étaient plaints que toutes les fois qu'on enterre, le lendemain, c'est des odeurs nauséabondes. Et les autorités savent. Monsieur l'invité, est-ce que vous pouvez savoir quels sont les tests? J'ai compris que c'est quand les morts privés ont commencé par refaire surface que des problèmes de santé des populations ont commencé à se poser. Quels sont les tests qui régissent l'ouverture des morts? C'est la grande question. Parce que si on ne se base pas sur ces tests-là, le mal va toujours continuer. Est-ce que monsieur votre invité, est-ce qu'il est remonté à l'origine pour voir dans nos blocs traditionnels, dans les hôpitaux, à Port-Nouveau, au CNHU, est-ce que les équipements normaux étaient disponibles? Toutes les questions qui se posent. Parce que les morgues privés n'ont que enchaîner le pas sur les morgues publics. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gounleti. Nous allons prendre le dernier auditeur. Et s'il y a un autre, non, il n'y en a plus. Ben voilà, nous revenons. Il a stoppé plutôt. Ah oui. Il a stoppé les auditeurs. Très bien. Eh ben, cette fois-ci, ce n'est pas non vigile. C'est déjà ça. C'est Georges Bolo. C'est son nom. Bon, alors, monsieur Kourebi, voilà. Si vous permettez, qui commence par la question donc du cimetière, l'ancien cimetière de Cotonou, entre deux eaux là et voilà. Est-ce que normalement on devrait continuer à enterrer des gens au cimetière de Cotonou? Je remercie les auditeurs. Et déjà, pour que les cimetières soient aux normes, quelles sont les recommandations? J'ai interpellé l'ensemble de tous les maires du Bénin et je les ai fait décharger tous les courriers, y compris l'ANCBE. L'ANCBE, l'Association des maires des communes du Bénin, qui m'ont tous déchargé les courriers dans lesquels j'attends 8 jours. Je leur ai donné 8 jours, un délai raisonnable, pour qu'ils puissent répondre. J'espère qu'ils vont répondre. S'ils ne répondront pas, eux, je les attendrai au niveau de la GITZ et de la coopération suisse, ces deux institutions qui financent la commune. D'élèves, d'étudiants. Qui gèrent les communes, parce que
La coopération allemande et la coopération suisse ne va pas continuer à financer des milliards pour les communes qui serviront à tuer la population. Si eux, à leur niveau, ils ne prennent pas les dispositifs, c'est là où je les attendrai. D'accord. Et déjà, pour qu'un cimetière soit au nombre, déjà, il faut qu'on sache comment les cimetières doivent être choisis. On va y aller très rapidement parce que nous n'avons plus que 10 minutes pour boucler cette émission. Les cimetières, normalement, doivent être choisis au nord de leur ville. Pour éviter pourquoi déjà, et une zone, tout autour des cimetières, il doit y avoir des espaces verts. Pas d'habitation. Pas d'habitation. Des espaces verts tout autour. La deuxième chose, pour enterrer, il y a 2 types de caveaux. Il y a des caveaux individuels. Ces caveaux individuels, quand on enterre la personne dans la première tombe, on laisse une deuxième vide en haut qu'on appelle le vide sanitaire. Ce qui fait que pendant la décomposition en terre, quand les gaz s'échappent, ils restent canalisés dans le second vide qui arrive à bloquer tout risque de contamination et d'infection pulmonaire. Maintenant, quand la personne ne veut pas respecter ça, on enterre en terre plein. En terre plein, quand on met le cercueil en terre, on doit fouler encore le cercueil de terre bien foulé pour empêcher les remontées de gaz et laisser 30 cm de hauteur où il faut faire un mélange de béton et de gravillon pour fermer, pour que pendant la décomposition du corps, les gaz n'échapperont pas pour rendre malades ceux qui vont habiter les alentours. Ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas. Il y a aujourd'hui seulement 2 cimetières qui ont respecté ces recommandations. Lesquels? Le cimetière, par exemple, de Vassero à Ouida, où la première habitation est à plus de 100 mètres, où la tombe, elle est faite au béton, et quand on t'enterre, tu es foulé de la terre rouge, bien foulé, avant qu'on ne mette des bétons et des gravillons. Ce qui fait que le cimetière de Ouida est un peu cher. Je ne suis pas l'ami du maire de Ouida, mais ça ne m'empêche pas de le féliciter quand il fait quelque chose de bien qui est aux normes. Deuxième cimetière. Deuxième cimetière, c'est le nouveau cimetière d'Adjagbo, qui finalement s'est conformé à ces recommandations et aussi a commencé à faire la même chose. Adjagbo, c'est dans quel Et Adjagbo, c'est après Akasato. Akasato, oui. Akasato, Versikou, qui a commencé à faire la même chose, ce qui fait que ces 2 cimetières ont commencé à être les cimetières les plus prisés sur Sommet. Sommet quand même, qui est les mêmes erreurs qu'on a commises au niveau du PK14, qui représente aujourd'hui un danger, parce que, déjà, les zones inondables sont interdites. PK14 étant une zone inondable, quand il pleut, l'eau rentre dans les tombes et repart avec les produits hautement toxiques et cancérigènes et finissent dans les puits de ces voisins-là, des maisons. Parce qu'il y a des habitations quand même et c'est ce qu'ils boivent matin, midi, soir. Ce qui fait que ces gens-là, je leur dis, même s'ils ont un Dieu qui va leur faire le miracle de Cana, ce n'est pas en buvant l'eau de formol dans son puits que ce miracle sera réalisé. Alors, le cimetière PK14, ceux qui sont autour des cimetières et des morgues, je les invite à boire l'eau de robinet en attendant que les autorités leur trouvent une solution de guérison naturelle. Parce que pour moi, quand je les vois, c'est des morts ambulants. Alors, moi, les auditeurs vous ont posé des tas de questions. Je vais répondre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi le Parlement par rapport à cette... Le Parlement béninois... une lettre ouverte à l'Assemblée nationale. J'ai saisi le Parlement béninois, j'ai saisi l'ensemble des présidents d'institutions du Bénin et je remercie Joseph Ninofou qui m'a répondu. Les autres n'ont rien dit? Non, je n'ai pas eu de réponse et la seule personne, il y a 2 députés qui rapidement se sont intéressés, c'est Éric Hondoté, avec qui j'ai beaucoup changé, qui, ayant compris que les morts peuvent continuer à voter par procuration, a fait la proposition de loi sur la biométrie. D'accord. Au moins pour mettre fin au vote des morts par procuration. C'est l'une des motivations de cette loi. Oui, pour mettre fin. La deuxième chose... La deuxième personne. La deuxième personne, parce que ceux qui font cette émission aussi sert aujourd'hui à donner le nom de ceux qui font bien. La deuxième personne, c'est Maître Joseph Djogbenou, que je ne connais de nulle part. Après l'émission à Radio Topa, où j'ai parlé le gouvernement m'a demandé de faire une proposition de projet de loi. La proposition de projet de loi que j'ai soumise au gouvernement le 10 avril 2013, enregistrée sous le numéro 678 au Palais, qui est allé à la Cour suprême. Pour motivation, Madame Gaza a tout fait, il n'a pas pu. Le nouveau ministre dit qu'il a été plusieurs fois. La Cour suprême ne répond pas depuis 2013 à ce jour, alors que c'est ça qui devait régler le problème du code de l'hygiène publique, y compris les sachets de Puy-Wata, qui représentent encore un autre danger, qui d'ici quelques années, les cancers d'intestin, de côlon, pour ceux qui en font
font leur système quotidien, vont déclencher, il y aura une vague de système de cancer encore par rapport aux sachets de Piwata qui ne sont pas aux normes. Le ministère en est conscient et ils m'ont dit que c'est cette loi qui va tout régler. Je leur ai dit en attendant la loi, commençons la sensibilisation, que les gens arrêtent de boire au jour le jour les Piwata dont les sachets ne sont pas aux normes. Ce n'est pas parce et dont la qualité, l'eau là même reste à désirer. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Il y a tellement, je crois qu'on pourrait continuer à vous poser des questions pendant 3 heures de temps. On ne serait pas satisfait d'avoir posé toutes les questions. Mais je voudrais savoir, est-ce que tout ce que vous dites là, le chef de l'État est au courant? Est-ce que vous avez fait une démarche pour informer le docteur Yaïboni de tout ce que vous racontez là et qui quand même... Sincèrement, le président Yaïboni, je crois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans d'autres dossiers, mais il est plus facile de le rencontrer à Paris qu'à Cotonou. Ah oui? À Cotonou, il est pris en otage. C'est vrai. Il est pris en otage par des conseillers qui sont tous devenus des commerçants. C'est des mafieux qui ont des intérêts dans tous les niveaux. De telle manière que quand tu amènes une réforme... Allez-y doucement, M. Kourebi, parce qu'après, il pourrait porter plainte contre nous. Non, de telle manière que quand tu amènes des réformes... Ils sont coutumiers du de telle manière, je vais vous dire, et ça je continue, de telle manière que quand tu amènes des réformes, ils te disent, M. Kourebi, ça le président ne peut pas voir ça. Ça peut être géré autrement. Ah bon? C'est là j'ai donc compris. Ils empêchent le président de voir un certain nombre de choses. Oui, parce que je ne peux pas accuser le président qu'il a informé de tout. Parce que le dossier dont je parle enregistré sous le numéro 678. Dans ce dossier, j'ai précisé voir photo numéro tant, voir photo numéro tant. Et j'ai tout mis ensemble. Arrivé au parlement, on me dit, M. Kourebi, le président ne peut pas voir ça. Si le président voit les photos, là, il va piquer une crise de colère. Il va piquer une crise de colère. Donc, à cause de la colère du président, on préfère tuer des millions de millionnaires. À cause de la colère, parce que les têtes vont tomber, ils lui ont caché les choses. Parlons des bonnes réponses. Abbas Latoundé demandait que pensez-vous de l'enterrement des musulmans. Est-ce que cela ne vient pas comme une réponse à cet enterrement qui, on le sait, survient très rapidement? Oui, je vais vous donner un exemple très simple. Le système de l'enterrement des musulmans, c'est un système qui règle un problème, mais qui peut en créer peut-être un autre. Je vais vous donner un exemple. Normalement, si on avait le temps, j'avais voulu faire une émission sur les réveillés des morgues du Bénin. C'est-à-dire des gens qui se sont réveillés dans les morgues du Bénin. J'ai voulu faire une émission avec ceux-là pour obliger l'État et la société civile. Il y a des gens qui ne sont pas morts et qu'on a envoyés à la morgue et qui ont eu le temps de se réveiller à la morgue. De se réveiller. Je vais vous dire une chose. Avant, on a demandé mon mieux. On a posé plusieurs questions que je vais essayer de répondre. En France, le métier de croque-mort, c'était quoi? Dans le XVIIe siècle, il n'y avait pas d'appareil pour être sûr que Pierre ou Paul est décédé. On amenait quelqu'un, on lavait les pieds du mort, on mettait un tissu, on arrivait à croquer les orteils pour voir s'il est encore en vie. En croquant, s'il réagit, ça veut dire qu'il vit. S'il ne réagit pas, c'est là on déclare la personne décédée. D'où vient le nom croque-mort. À partir du 18e, 19e siècle, il y a eu un appareil dénommé l'appareil de vidéo numérisé de potentialisé EEG, qui permet d'être sûr que Pierre ou Paul est décédé avant de l'envoyer à la morgue. Il suffit de piquer la personne avec, on sent la présence du N20 ou l'absence du N20. Présence du N20, le cerveau est encore oxygéné, c'est qu'il vit, on peut encore réanimer en l'utiliser. Absence de N20, ça veut dire que même s'il respire, il ne servira plus à rien, il sera un légume. Et c'est en ce moment, si la personne en a fait don de son organe. À la science, on parle du don d'organe et on prend son cœur, ses reins pour sauver d'autres vies, ceux qui en ont besoin. Au Bénin, j'ai voulu savoir sur quelle base un médecin peut déclarer Pierre ou Paul de décédé. Il n'y a pas de base légale pour un médecin. Je peux vous certifier une chose. La prochaine fois que vous revenez au Bénin, appelez-nous, vous pourrez revenir dans cette émission. Parce que ce que vous dites est d'autant plus grave que moi j'aurais bien envie de vous laisser continuer à parler longuement, à parler toute la journée. Malheureusement, nous sommes à la radio. Mais il ne partira pas sans répondre à cette dernière question. Oui. Enfin, je la suppose comme ça. Conseil à ceux qui lavent leur corps à la maison. Ceux qui lavent leur corps à la maison, ils mettent leur vie en danger et ils empoisonnent leurs voisins. Il faut qu'ils arrêtent de laver leur corps à la maison et d'aller dans les morgues qui sont aux normes. J'invite tout le monde à déposer son corps à la morgue, à inviter un médecin pour consulter le corps. En France, on ne peut pas enterrer quelqu'un avant 48 heures, mais on a l'obligation de l'enterrer 6 jours après. Ce qui fait que dans les 48 heures, même s'il y a une erreur médicale, on constate et la personne peut se réveiller dans les 24 heures et on peut récupérer. Maintenant, au-delà de 24 heures, on injecte le formol. Ce qui fait que les musulmans de France n'enterrent pas avant 48 heures et ils enterrent avec l'obligation de séquelles parce que c'est la loi et pour raison de sanitaire. Malheureusement, en France,
il n'y a pas de loi. Du coup, chacun fait comme bon lui semble. Ici au Bénin, il n'y a pas de loi, chacun fait comme bon lui semble. En France, il y a trop de lois. J'ai parlé par exemple des réveillés des mocs du Bénin. Il y en a une même, c'est une seule femme aujourd'hui à Semekpodi. Madame Bernadette Dansou, elle vit aujourd'hui. Elle était allée à l'accouchement. On l'a déclaré suite à une crise qu'elle est décédée, on l'a envoyée à la morgue. Sa chance, c'est que ses parents n'avaient pas de l'argent pour acheter le produit et le morguier s'est absenté, il est allé boire le sodabi. On l'a abandonné devant la porte. Quand le soleil l'a tapé quelques heures après, elle s'est réveillée, elle a commencé à perdre les os. Aujourd'hui, elle vit et l'enfant vit. Je ne vous demanderai pas de conclure cette émission, contrairement à nos usages ici. Cette émission ne peut pas être clôturée parce que ce dossier ne peut pas être classé. C'est un dossier qui reste encore ouvert. Vous allez revenir, c'est sûr, vous revenez dans cette émission parce que je crois que Vigile est d'accord. Depuis que nous faisons des émissions, personne n'est jamais venu déclarer des choses aussi graves que ce que nous avons entendu ce matin. Mesdames, Messieurs, nous allons fermer cette émission comme ça, sans demander à M. Koudebi de conclure. Il ne peut pas conclure, c'est pas possible de conclure ça. M. Koudebi, vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire, vous êtes spécialiste de la prévention des risques et des épidémies, et vous étiez notre invité pour ce 104e numéro du Grand Rendez-vous, qui est le premier de l'année qui commence. M. Koudebi, merci. Merci vraiment d'être venu éclairer et partager avec nous ces effrayantes informations. Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission et Vigile et Arwansé Wilfried Adoun. Nous vous remercions de rester fidèles et de prendre soin de vous. Au patron bien qui nous écoute jeudi, bonne fête d'Épiphanie et à dimanche prochain. Rendez-vous.